mettre le micro. Est-ce que vous m'entendez dans la salle et surtout dans l'assemblée? Je pense à Amaury, à Vincent. Alors, on va retirer le transcrit parce que c'est quand même chelou. Bon, on va dire que vous m'entendez. Let's go. Tac. Ok, on va reprendre l'approche classique de Anderson-Hasselbalch, et puis on va rentrer dans les grands principes qui sous-tendent la réflexion selon Stewart, et puis on va parler évidemment d'exemples concrets et de ces applications en clinique. Alors, on a tous appris justement en P2 que un acide, c'était une substance qui était capable de libérer un proton et une base, une substance capable de... Alors, on va autoriser Colline à rentrer parce qu'on l'aime bien quand même. Et une base capable de capter un proton avec ces couples acido-basiques qui sont caractérisés par la relation que vous voyez là et par un pKa. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est qu'un pKa. C'est quoi? Oui. Exactement. Dans un couple acido-basique, lorsque on est au pKa, on a autant de la forme acide que de la forme alcaline. C'est le pH de demi-dissociation. pH, rappelez-moi ce que ça veut dire, le P et le H. Ça signifie ouais, potentiel hydrogène. C'est ni plus ni moins qu'une concentration en protons. OK. Et donc, à partir de la théorie de Bronsted, Anderson et Hasselbalch, qui sont deux personnes différentes et qui font, faut dire les choses, un peu flipper, ont défini une théorie qui régit, selon eux, les troubles acido-basiques de l'organisme. Vous savez que le pH plasmatique est entre 7,38 et 7,42. Pour les externes, en dessous de 7,38, c'est une... OK, au-dessus de 7,42, une alcalose. Et que selon ces messieurs Anderson et Hasselbalch, le pH de l'organisme est régi par un couple acido-basique fondamental qui est celui-ci. Bicarbonate plus proton donne CO2 plus H2O, en passant par H2CO3. Et que le pH est défini selon 6,1, qui est le pKa du couple acido-basique CO2-HCO3-, plus le logarithme décimal de la forme dite alcaline, bicarbonate, au niveau du nominateur, et au dénominateur, la pression partielle en CO2 multipliée par le coefficient de dissolution du CO2 dans le sang, qui, vous le voyez, le CO2 diffuse 10 fois plus que l'oxygène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait dans un cours précédent du coefficient de dissolution d'oxygène dans le sang, les déterminants du contenu artérien d'oxygène, on faisait la peptide ACO2 multipliée par 0,003. Bon, le CO2 diffuse très librement 10 fois plus que l'oxygène. OK. Donc, selon Anderson-Hasselbalch, le pH est lié à ce couple acido-basique exclusivement. Une atteinte du bicarbonate est une cause métabolique, une atteinte du CO2 est une cause respiratoire. Là, je ne vous apprends rien. Mais cette théorie, elle est prise en défaut pour deux raisons principales. La première, et c'est fondamental de se la mettre dans l'esprit, c'est qu'il y a une relation mathématique entre le CO2 et le bicarbonate. J'entends par là, quand vous apportez du bicarbonate à un patient, vous lui apportez du CO2. C'est une charge en CO2. Les deux variables, CO2 et bicarbonate, ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Elles sont étroitement liées. Et une bonne façon de voir ça, c'est que quand vous perfusez, si vous perfusez encore en 2025 du bicarbonate à un malade, ce qui déjà en soi se discute, vous voyez au bloc opératoire en particulier le TCO2 qui, vous l'avez tous constaté ça? Bon, hein, vous passez du bicar à un malade, le CO2 expiré augmente. Et cette relation, eh ben, en fait, elle est directement liée au pH est égal à 6,1 plus le logarithme décimal de bicarbonate sur CO2 fois 0,03. Et donc, vous avez une PaCO2 qui est attendue. Autrement dit, pour un bicarbonate donné et un pH donné, vous avez une PaCO2 qui est attendue. Et c'est d'ailleurs cette équation qui est utilisée par les machines à gaz du sang pour savoir, je ne sais pas si vous avez regardé sur les feuilles qui sont imprimées sur les gaz du sang, il y a des variables qui sont mesurées par la machine et il y a des variables qui sont calculées, notamment le base excess. Est-ce que vous utilisez le base excess? Qu'est-ce que c'est que le base excess?
Personne n'utilise le basic 16. Alors Arthur me dit c'est la quantité de bicarbonate qu'il faut mettre pour avoir un pH normal avec une P petit a CO2 à 40 mm de mercure. Hein? Oui, mais c'est fondamental. C'est avec, je crois que c'est 5,5 d'hémoglobine et à 37 degrés, quelle est la quantité d'acide ou de base qu'il faut apporter au sang pour avoir un pH normal si la P petit a CO2 est normale. Autrement dit, quelle est la part métabolique dans le trouble acido-basique du malade? Vous savez que la PCO2, elle peut être en dehors de sa valeur normale qui est. Quelle est la valeur normale de la P petit a CO2? Oh non, 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 me faites pas, non, je sais pas. Ok, bon, aux alentours de 40 mm de mercure, hein, la peptide ACO2, et votre gaz du sang, il va voir le pH, il va mesurer la PaCO2 et il va calculer quel serait le pH, quelle serait la quantité d'acide ou de base qu'il faut apporter à votre sang pour que le pH soit à 7,40 si la peptide ACO2 était, disons, artificiellement normalisée à 40. Ok? Donc, si vous avez un pH qui est à 7,40 avec une PCO2 à 40 mm de mercure, le base excès, il est à 0. Hein. Il vous donne une information sur la part métabolique. Ce que je veux dire par là, c'est que un des gros biais, enfin, un des gros problèmes de l'approche classique de Anderson-Hasselbalch pour réfléchir face à un trouble acido-basique, il est lié au fait que les deux variables sont mathématiquement liées. Ça ne veut pas dire que la PaCO2 est toujours celle qui est attendue, elle peut être différente, mais les deux sont liés. Et un deuxième problème, c'est que Anderson-Hasselbalch ne prend pas en compte des tampons non volatiles, autres que le bicarbonate. On dit que le bicarbonate, c'est un tampon volatile, tout simplement parce que qui dit bicarbonate dit CO2. Hein. Dans l'organisme, quand vous passez du bicarbonate, on l'a dit à l'instant, ça fait du CO2 parce que les choses ne sont pas figées. Vous apportez du bicarbonate, d'ailleurs c'est du sodium de bicarbonate, vous apportez du sodium de bicarbonate à un malade, et ben, il va directement se mettre en solution, le sodium d'un côté, bicarbonate de l'autre, et le bicarbonate va se lier à un proton qui va faire du CO2 et de l'eau. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est volatile. Mais on oublie d'autres tampons que sont l'albuminate et le phosphate et qui ont un rôle important dans les troubles acido-basiques et ça, on va le détailler un peu plus. Et donc le sujet des 50 prochaines minutes, c'est de mettre en balance l'approche classique de ce mec qui fait un peu flipper à droite, qui est Lawrence G. Anderson, et de ce beau gosse canadien à gauche, de Peter A. Stewart. Et on va partir d'un cas clinique que on a eu ici, qui est un patient qui était chez nous pour une insuffisance hépatique aiguë dans la suite d'une chirurgie abdominale qui s'était compliquée d'une thrombose de la veine porte. C'était une métastasectomie hépatique. Il n'avait pas d'antécédent particulier à part son cancer du foie. Il n'y a pas de traitement. Il était désédaté, ventilé en VSZ. Il était dans le coma, Glasgow 6, et avec une insuffisance hépatocellulaire qui était sévère. Et je vais vous demander de sortir vos téléphones, une fois n'est pas coutume, et de scanner le QR code qui est ici. Alors, attends, et moi, j'aurais dû me connecter sur WooClap par ailleurs. Donc, vous allez scanner ça, puis moi, ensuite, je vais me connecter sur WooClap pour que je puisse sortir le machin. Pas de questions lancées, bah ouais, bien sûr, puisque j'ai pas encore activé mon machin. Alors, c'est une nouveauté pour moi, donc vous me pardonnerez les balbutiements. WooClap, tac, et je vais me connecter. J'avais mis quoi? J'avais mis mon adresse trash. Faut toujours avoir plusieurs adresses mail merdiques pour. Voilà, normalement, on devrait être bon pour Stewart. Affiché. Alors, vous avez voté ou non? Non, vous ne pouviez pas voter, c'est ça? Exactement. Allez-y, votez. Là, il dit qu'on peut pas? Ah. Ouais, on n'a pas les n'avait pas de. Ah oui, bah, pas de ah oui, gaz non, du mais sang. d'accord, ok. Non, mais si vous commencez à demander quelle est la question, on va pas s'en sortir. Alors voilà, maintenant qu'on a
fait ça. On va revenir là-dessus. C'est une petite logistique, mais on y est. Voilà, satisfaction dans la salle. Donc, vous vous rappelez de l'histoire de ce patient, une insuffisance hépatocellulaire très sévère, en post-op de sa chirurgie de métastasectomie compliquée d'une thrombose de la veine porte. Et vous avez ce gaz du sang, ce ionogramme. Donc, il y a 7,38 de pH, il y a 40 de PCO2, il y a 24. Ah oui, alors le CO2 total, c'est le bicarbonate, hein. CO2 total, c'est le bicarbonate. Ce qui vous rappelle à quel point le bicarbonate est étroitement lié au CO2, mais le CO2 total, c'est le bicarbonate. Donc, il a 24 millimolaires de bicarbonate. Et puis, dans les choses qui sautent un peu aux yeux, il y a quoi? Il y a 7 de lactate, ce qui est parfaitement anormal. Quoi d'autre? Une hyperkaliémie à 5, ouais. Une hypoprotidémie, effectivement, qui est marquée. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une insuffisance rénale qui ici est aiguë. Et puis, on voit bien une insuffisance hépatocellulaire avec une cytolyse, une cholestase importante et un facteur 5 qui est dans les chaussettes, hein. OK. Et donc, vous avez ce trouble acido-basique. Et maintenant, j'aimerais que vous me le caractérisiez. Alors, vous avez le droit de dire qu'il n'y a pas de trouble acido-basique. Pour le moment, il y a 2 votants qui ont tous les deux dit que c'était mixte. Mais ne vous faites pas influencer par les 3 premiers votants. Ils ont le droit d'avoir complètement tort, hein. On peut revoir le gaz, me pose-t-on la question? Oui, le voici. Cinq votants. Pour le moment, tout le monde a décidé de faire le même choix, mais une fois de plus, hein, ah, il y a des aventuriers qui ont essayé. Ah, ok, 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 ok. Je vois acidose métabolique compensée. Très bien. Qui a pris le pas. C'est un peu comme. Alors que le numéro 4 revient à la corde. Et 12, on ne doit pas être loin du nombre de personnes présentes dans la pièce, non? Ah, sur 18. Excellent. Allez, les 6 derniers, c'est le moment de voter. Et dans 3, 2, 1, appuyez sur n'importe quoi, vite, vite, vite. 0, OK. Alors, très bien, j'aimerais que ceux qui ont dit acidose métabolique compensée m'expliquent, du coup, pourquoi ils disent ça, c'est intéressant. Alors, il y a le lactate est un acide, donc il y a une part d'acidose lactique, je suis complètement d'accord avec toi. Exactement. Et les bicaries sont liquides. Ouais, les bicariés normal. Pas gatite, les bicariés normal. Donc compenser, on a du mal à dire compenser dans la mesure où si on s'attendait pour les externes à ce que la respiration compense une acidose métabolique lactique, comment serait le PCO2? Elle serait? Oui, absolument. Le CO2 est un acide, on a une acidose métabolique, on essaie de compenser. Qu'est-ce que fait l'organisme? Il augmente sa demande ventilatoire, il augmente la ventilation alvéolaire. C'est le tableau de la dyspnée de Kussmaul face à typiquement une acidocétose, hein. C'est le patient qui a une respiration ample et un peu rapide, mais surtout ample. OK. Et alors, tous les autres qui m'ont dit c'est une acidose mixte, acidose métabolique et alcalose métabolique. Comment? Alors, acidose métabolique, vous l'expliquez par le lactate, on a dit par quoi d'autre? L'insuffisance rénale aiguë, on est d'accord? OK. Vous voyez une autre cause d'acidose là? Alors, effectivement, produit bas, très probablement que l'albuminémie est très basse. Ouais. Et ça rentre plutôt dans quel cadre? Je sais pas comment on dit. Un déficit alcalin, parce que l'albumine, c'est quoi? Un tampon. Alors, bon, déjà, premier message, c'est qu'en réfléchissant selon Henderson-Hasselbalch, il est impossible d'expliquer le trouble acido-basique de ce malade. Est-ce qu'on est déjà clair là-dessus?
OK. Et il y a déjà quelques éléments qui sont intéressants sur, bon, OK, on a 2 causes d'acidose métabolique et puis on a des protides qui sont très bas, des protides, une protide, un protide, des protides qui sont très bas, et là, pour le coup, on se perd un petit peu à ce moment-là. OK. Donc, ce beau gosse de Peter E. Stewart a défini dans les années 70 une théorie, initialement mathématique, sur comment interpréter les troubles acido-basiques. Et il part d'une théorie plus ancienne que celle de Bronsted, celle d'Arrhenius, qui date d'avant les années 1900. Ça, c'est juste le principe physiologique de base. On n'a pas besoin de rentrer forcément plus dans la compréhension de ça, mais juste selon la théorie d'Arrhenius, qui est celle qui sous-tend la réflexion sur Stewart, ce qui va faire qu'on est acide ou négatif ou alcalin, c'est que une substance chargée négativement va avoir tendance à dissocier l'eau en un proton et de l'OH-, alors qu'une substance chargée positivement va avoir tendance à associer un proton et OH- pour faire de l'eau. Que dans une solution, dans un liquide, l'organisme n'est ni plus ni moins qu'une grande solution, hein, on est d'accord, on est composé à 65% d'eau environ. Euh, tout ce qui va être chargé négativement va avoir tendance à dissocier un peu l'eau. Alors on est d'accord, hein, l'eau va rester très largement majoritaire, mais il y aura un peu plus de composés d'H2O qui seront dissociés en H+ et OH-. Et quand vous avez une substance chargée positivement, elle va faire l'inverse. Ça, c'est ce qui est à la base de la réflexion. Et il y a trois principes physico-chimiques qui seront la base de la réflexion selon Stewart. Le premier, c'est l'équilibre de dissociation ionique. Le deuxième, le principe de conservation de masse. Et le troisième, le principe d'électroneutralité. Alors, si on explique simplement, je ne suis pas chimiste et le but n'est pas d'expliquer la chimie de tout ça, mais de comprendre les choses. L'équilibre de dissociation ionique, il dit qu'un ion fort en solution, il est complètement dissocié. C'est dans l'organisme, quand on passe du chlorure de sodium, euh, il est complètement dissocié. Vous n'avez pas des cristaux de sel qui sont dans le plasma. Vous avez du Na+ d'un côté et du Cl- de l'autre, parce que le pKa de ces différents couples acido-basiques, il est très éloigné du pH plasmatique. Pour le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, il est à plus de 12. Et pour le chlorure et le lactate, il est à moins de 4. Hein, vous voyez, Na+, K+, Mg2+, Ca+, ce sont des substances alcalines. Leur pKa est très élevé, proche du 14. Et donc, ils sont complètement dissociés. À l'inverse, des anions qu'on dit forts, hein, le chlorure, le lactate, le citrate, les cétones, le malate, l'acétate, ils ont un pKa qui est très bas et donc ils sont complètement dissociés. Et ça revient. On a fait déjà le cours sur le lactate, n'est-ce pas? Non, on n'a pas fait encore le cours sur le lactate. Bon, eh ben, on verra quand on parlera de lactate que quand on a du ringin lactate qu'on passe aux malades, qui c'est du lactate de sodium, ben, le lactate et le sodium sont directement complètement dissociés. Hein. Donc vous avez le lactate d'un côté, le sodium de l'autre. Bref, ce sont des ions forts, ils sont complètement dissociés dans le plasma. Les ions faibles, eux, ils sont partiellement dissociés. Et c'est le cas du bicarbonate, vous voyez le pKa, c'est le cas du phosphate, c'est le cas de l'albuminate. Hein. Et donc, eux, il y aura un peu d'une forme, un peu de l'autre. C'est ce qu'on disait quand on parlait du bicarbonate. Quand on passe du bicarbonate, on a dit qu'il se convertissait rapidement en CO2, un peu, du moins partiellement, mais pas mal quand même. C'est-à-dire qu'il y aura une bonne partie du bicarbonate que vous allez passer qui va se transformer en CO2. OK? Ah ouais, il faut que je me remette là-dessus. La loi de conservation de masse, c'est tout simplement que dans une réaction, il ne va pas y avoir un nouvel élément qui va arriver ou un élément qui va être perdu. On va conserver ce qu'on avait à la base, juste sous une forme différente. Et enfin, le principe d'électroneutralité qui est fondamental, c'est que dans notre organisme, on a autant de cations qu'on a d'anions. Si ça n'était pas le cas, on serait chargé électriquement, on pourrait donner du jus, ça n'est pas le cas. Ok. On peut polariser des zones, on peut faire que, vous savez que nos membranes sont polarisées avec une charge négative au niveau de la membrane. Voilà. Donc, mais l'équilibre ionique, il est là, et il y a autant de charges plus qu'il y a de chargements.
Et ça s'applique comment au niveau du plasma? Eh ben, c'est des colonnes de cations à gauche en bleu et des colonnes d'anions à droite en vert. Vous avez des cations forts, et donc la quasi-totalité de nos cations, sodium, potassium, magnésium, calcium, sont des cations forts, ils sont complètement dissociés. Et vous avez des anions. Et dans les anions, il y en a une bonne partie qui sont des anions forts, le chlorure. Et puisqu'on dit les anions indosés, c'est-à-dire que dans un ionogramme plasmatique normal, c'est pas ce qu'on va doser d'emblée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les doser. C'est le lactate, le citrate, l'acétone, le malate, l'oxaloacétate, c'est des sucres. Lactate, citrate, malate, oxaloacétate, tout ça, c'est des sucres, c'est des composés soit du cycle de Krebs, soit en amont du cycle de Krebs pour le lactate. Et puis vous avez des anions faibles. Et ça, on en parlait tout à l'heure, c'était le pKa qui était proche du pH plasmatique, c'est bicarbonate, phosphate inorganique, albuminate. Et puis vous avez des composés qui sont négligeables en quantité. La quantité de protons en valeur absolue, elle est négligeable. La quantité de H2CO3, elle est négligeable. De OH-, elle est négligeable. C'est des nanomoles par litre. Hein, donc, dans ce qui est pertinent en termes de quantité de matière, c'est pertinent chimiquement, mais l'importance que ça va avoir dans le trouble acido-basique est, lui, négligeable. Ok. Notre organisme, il est très largement composé d'eau. Et on va avoir des électrolytes qui vont être complètement dissociés et d'autres qui vont être partiellement dissociés. C'est ce qu'on vient de dire, mais juste dit de façon différente. Et dans les électrolytes qui sont partiellement dissociés, vous avez des... Alors du coup, on peut dire que ce sont des tampons. C'est des tampons parce que quand vous mettez une forme, ils vont se convertir en bonne partie dans une autre forme. Hein. Et si vous avez une charge acide qui va modifier le pH, et ben les substances tampons, elles vont passer d'une forme un peu à l'autre et modifier le pH. C'est pour ça qu'on dit que c'est des tampons. Et donc, vous avez des tampons volatiles, bicarbonate CO2, le couple bicarbonate CO2, des tampons volatiles aussi, qui est ammonium-ammoniac. Vous savez qu'on peut avoir une haleine ammoniaquée. C'est, je crois, dans l'insuffisance hépatocellulaire, le Fetor hepaticus. Mais en quantité, un peu comme la quantité de protons, c'est négligeable. C'est des micromolaires. Or, pour les autres, on est plutôt sur des valeurs de millimolaires. Et puis, vous avez des tampons non volatiles, qui est le phosphate, hein, PO4 3-, qui se lie avec un proton qui fait HPO4 2-, qui se lie avec un autre proton qui fait H2PO4-, qui se lie avec... Bon, voilà, vous avez compris l'histoire. Et puis, les protéines qui sont chargées négativement, hein, et qui peuvent se dissocier, qui ont, au premier rang desquels, l'albumine. Donc, on a l'albumine d'un côté, l'albuminate de l'autre. Et donc, selon Stewart, le pH, la quantité de protons, elle est sous-tendue par ces trois principes physico-chimiques. Alors, on a dit ça, c'est bien joli, mais c'est difficile à conceptualiser chez notre malade. Donc là, on va partir sur des exemples très concrets, que sont l'acidose hyperchlorémique. L'acidose hyperchlorémique, je vous ai mis ici le contenu ionique de sérum salé isotonique à gauche, ringère lactate à droite. Sérum salé isotonique, 154 millimolaires de sodium, 154 millimolaires de chlorure, une osmolarité qui est celle que vous connaissez, et un pH qui est acide. Alors là, on introduit une notion que pour le moment, on n'a pas encore développée, mais qu'on développera tout à l'heure, qui est celle du strong ion difference. Différence des ions forts, c'est quelle est la différence entre la quantité de cations et d'anions. Et ici, vous soustrayez aux cations les anions, vous arrivez à 0. Hein, avec un pouvoir d'expansion, mais ça, c'est pas tellement le sujet du jour. Le ringère lactate, qui est défini comme un soluté dit balancé. Pourquoi est-il balancé? Parce qu'on a remplacé une partie de la charge en chlorure. Hein. Le but étant, vous avez bien compris, d'assurer l'électroneutralité de notre soluté. Quand on passe un soluté à notre malade, il ne va pas être chargé électriquement. Vous n'allez pas le rendre électrisant, le malade. Et donc, on a remplacé la charge en chlorure par lactate de sodium. Okay. Et ça fait qu'on a un pH, et on va décrire après, qui est plus proche du pH plasmatique, mais qui reste initialement acide, mais en fait, on verra que quand le lactate est métabolisé, finalement, c'est plus acide. Et donc, quand on soustrait les cations aux anions, cette fois-ci, c'est plus à 0. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre plasma avec son osmolarité, avec son pH.
et une quantité de cation, une quantité d'anion qui est, on va dire, physiologique et normale. Avec une différence des ions forts, la différence des ions forts, c'est la différence entre la quantité de tous les cations forts et des anions forts. Hein. On avait vu tout à l'heure, les cations forts, c'était tout ça. Les anions forts, c'était ça. Donc on fait ça moins ça nous fait ça. Ça, on avait dit que c'était négligeable. Vous êtes d'accord? OK. La différence des ions forts en physiologie, elle est de 40 milléquivalents. OK, 40 millimolaires, 40 milléquivalents. Et là, on va passer une grosse quantité de sérum salé isotonique. Et cette grosse quantité de sérum salé isotonique, elle va, temporairement du moins, faire monter le stock cationique en augmentant la charge en sodium, puisque vous avez 140, vous allez apporter 154. Et elle va faire monter la charge en chlore, puisque vous avez 105 et vous apportez 154. Vous voyez bien que proportionnellement, la quantité de chlorure qu'on apporte est plus importante que la quantité de sodium. Hein, quand on met en balance 145 versus 154 et 105 versus 154. Et donc, on va augmenter plus en proportion la quantité de chlorure que la quantité de sodium. Et ça va diminuer notre différence des ions forts. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ouais, bah, c'est normal parce que je ne l'ai pas encore bien expliqué. Mais effectivement, juste, il faut retenir déjà pour ce qui est de l'acidose hyperchlorémique qu'on va plus augmenter notre colonne d'anions qu'on va augmenter notre colonne de cations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Et du coup, ça va faire que notre différence des ions forts, elle va être plus basse que 140. Et ça donne de l'acidose. On va détailler après hein, la différence des ions forts. Quand vous passez du lactate de sodium à un malade avec du ringin lactate, le lactate, il va être métabolisé pour faire du CO2 et faire de l'ATP, phosphorylation oxydative. Hein, le lactate est shifté vers le pyruvate qui est shifté vers l'acétyl-CoA qui rentre dans le cycle de Krebs et qui va faire du CO2 et qui va faire de l'ATP, ou alors qui va refaire de la néoglucogénèse. Et ça, c'est métabolisé. Le lactate, il disparaît. OK? Et vous avez le sodium qui va s'ajouter au stock cationique et qui va augmenter notre différence des ions forts. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de différence de lactatémie plasmatique quand vous passez du ringin lactate versus du sérum salé isotonique. Vous ne m'entendrez jamais dire sérum physiologique, parce que le sérum salé isotonique n'a rien de physiologique, ni dans son contenu, ni dans son pH. Seulement, il est proche de l'osmolarité plasmatique, et encore même pas, puisque 154 fois 2, ça fait 308, ce qui est un peu hyperosmolaire. Le sodium de bicarbonate, c'était, je ne sais plus lequel, je crois que c'était Bruno Megarban qui disait ça, sodium de bicarbonate plutôt que bicarbonate de sodium, et à juste titre, parce que ce qui nous intéresse dans le sodium de bicarbonate n'est pas le bicarbonate, mais le sodium. Pourquoi? Le bicarbonate, je vous l'ai dit au début, c'est du CO2. Donc, quand vous passez du bicarbonate à un malade, vous lui apportez une charge en CO2, ce qui explique ce qu'on entend souvent que quand on passe du bicar à un malade, on acidifie le patient. Vous avez compris ça? Comment ça marche? In initio, au début. Initialement, peut-être qu'on tamponne un petit peu et qu'il devient moins acide et que secondairement, quand il devient C'est l'inverse. Ça, vous passez le sodium de bicarbonate à un malade, le bicarbonate est d'emblée en solution, il va tout de suite faire du CO2, c'est instantané. Ce CO2 va acidifier, le CO2 diffuse, on avait dit très très bien, va diffuser dans les cellules et va instantanément acidifier le contenu intracellulaire. Donc, vous avez une acidification paradoxale intracellulaire lorsque vous passez du bicarbonate de sodium. Ça n'est que lorsque le CO2 aura pu être éliminé par la ventilation alvéolaire, tampon volatile, qu'effectivement, vous allez obtenir une alcalinisation du malade, avec du coup le CO2 qui était dans la cellule qui va rediffuser à l'extérieur des cellules, qui va passer dans le plasma, qui va aller dans les alvéoles, qui va être expiré. Resteront les cations. Donc bicarbonate fait du CO2. Initialement, c'est acide jusqu'à ce qu'on puisse éliminer la charge acide. Le sodium qui va s'additionner au stock cationique et qui va augmenter la différence des ions forts, entraînant une alcalose. Et donc, ça veut dire si on mettait du sérum salé hypertonique, ça serait aussi efficace Non, Ah non, parce qu'il y a du parce qu'il y a du chlorure et que le chlorure n'est pas métabolisé. Tu mets du sérum salé hypertonique, tu vas acidifier ton malade. Tu entraînes une acidose hyperchlorémique. Et le citrate trisodique qu'on administre à nos patients qui sont en hémofiltration calcium citrate, le citrate, c'est un sucre, c'est comme le lactate, il est métabolisé en CO2, restent les 3 atomes de sodium qui vont s'ajouter au stock cationique et augmenter la différence des ions forts, entraînant une alcalinisation du malade.
Et maintenant, on va expliquer ça pour répondre à ta question. Selon Stewart, et c'est ça qu'il faut retenir. Hein, jusqu'alors, je vous parlais d'un peu de concept, Arrhenius, Bronsted, ok, presque vous oubliez, c'est ça qu'il faut retenir. Selon Stewart, les troubles acido-basiques sont expliqués par ces trois grandes entités-là. Une modification de la différence des ions forts, une modification de la concentration en acide faible non volatile, qu'on va détailler juste après, et une modification dans le contenu en la pression partielle en CO2. Et donc, si on commence par le premier, la différence des ions forts, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les anions forts qui sont soustraits aux cations forts. Vous avez vos cations forts qui sont là, vous soustrayez les anions forts, parmi lesquels les anions indosés. Hein. Je vous rappelle, dans les anions indosés, qui sont, alors ça, tout ça n'est pas à l'échelle, hein, de l'ordre de 2 milliéquivalents en physiologie, c'est le lactate, c'est le citrate, ce sont les cétones. Hein, vous vous rappelez les trois types de cétones, acétone, bêta-hydroxybutyrate, acétoacétate. Le méthanol, enfin, c'est souvent quand on parle d'acidose métabolique chronique augmentée, l'éthanal, l'éthylène glycol, l'acide acétylsalicylique, ça rentre là-dedans. Okay, tout ne rentre pas là-dedans. Typiquement, dans l'insuffisance rénale, qui est une des causes d'acidose métabolique chronique augmentée, ça ne rentre pas là-dedans. Mais une bonne partie des 6 causes de l'acidose métabolique chronique augmentée rentrent dans ces anions indosés. Et vous avez en physiologie une différence des ions forts qui est de 40 milliéquivalents. Tout ce qui va entraîner une modification de cette différence des ions forts, selon Stewart, sera causal du trouble acido-basique. Ce sera ça la cause. Et ça, c'est important de bien le retenir. Et donc, la différence des ions forts, elle est conséquence d'une variation de ces deux colonnes. J'entends par là que c'est parce que vous avez le chlorure qui est proportionnellement plus important que mécaniquement, chimiquement parlant, le bicarbonate, ici représenté, va diminuer. Parce qu'on a dit qu'on avait plus de chlorure, mais on a dit aussi qu'il y avait un principe fondamental qui était le maintien de l'électroneutralité. Et pour maintenir l'électroneutralité, il faut bien qu'on ait un anion qui se modifie. Si on a plus de chlorure, il va falloir qu'on ait moins d'un anion. L'anion en question, c'est le bicarbonate. Le bicarbonate, selon Stewart, n'est pas la cause, mais la conséquence, afin de maintenir l'électroneutralité. Et ça, c'est conceptuellement fondamental à l'interpréter, puisque ça va à l'opposé de tout ce qu'on apprend et de toute la réflexion qu'on a quand on a un trouble acido-basique, on voit le bicarbonate qui est bas, on dit ouais, le bicarbonate est bas, c'est la cause du problème, il y a une acidose métabolique. En réalité, ça n'est pas la cause du problème. Ça témoigne de l'acidose métabolique, certes, et ça témoigne de la conséquence qui est qu'il y a une augmentation des différences des ions forts. Il y a soit une charge en chlorure qui est plus importante, soit une charge en anion indosé, typiquement en lactate, plus importante, et que la conséquence de ça, c'est que le bicarbonate va être diminué. Okay, les deux autres, le phosphate et l'albuminate, qui sont les deux petites lignes en dessous, elles, ne sont pas des variables d'ajustement. Quand vous avez le chlorure qui augmente, l'albumine plasmatique ne va pas se modifier. De la même façon, le phosphate ne va pas se modifier. Hein. Donc la variable d'ajustement, c'est le bicarbonate, c'est la conséquence. Ça veut dire que quand on considère un peu de façon simplifiée que le lactate c'est un acide, il faut considérer le chlorure au même titre. Alors, ça n'est pas simplifié que de dire que le lactate est un acide. Le lactate est un acide fort organique, mais il a la même importance que le chlorure. Hein. C'est-à-dire que si tu avais proportionnellement la même augmentation de lactate que tu avais en chlorure, l'importance que ça aurait sur la variation de pH serait identique. Simplement, quand tu as une variation de chlorure, tu as très souvent une variation de sodium. Hein, et qui, en partie, pas complètement, mais en partie. Hein. Pas complètement, parce que quand tu administres 1,5 litre ou 2 litres de sérum salé isotonique à ton patient, tu vas l'acidifier parce que justement, tu vas augmenter un peu plus le chlorure. Mais le chlorure a la même importance que le lactate. Si on ne modifiait, tu modifies de 5 milléquivalents de chlorure sans modifier le sodium et de 5 milléquivalents de lactate, les conséquences que ça aura sur le pH seront identiques. Je tiens aussi à vous rappeler que le lactate
c'est pas juste du lactate qui est comme ça dans l'organisme et qui reste sous forme de lactate et qui bouge pas. C'est un mécanisme dynamique. Le lactate, il est produit, il est métabolisé, il est produit, il est métabolisé en permanence. Tout ça est un cycle permanent. La demi-vie du lactate, mais ça on en parlera, on aura une heure de cours que sur le lactate, c'est 10 minutes. Donc, c'est pas, vous avez, ce matin, je sais pas qui disait, tu as vu, le lactate du patient, il était à 10. Mais c'est pas le même lactate qui était à 6 quand il est sorti du bloc. C'est qu'on en a produit plus qu'on en a métabolisé. Bon, là, c'est un autre sujet. On va rester sur la différence des ions forts. Donc, selon Stewart, la différence des ions forts est causale dans les troubles acido-basiques. OK? Le bicarbonate, les variations de bicarbonate sont la conséquence et vont entraîner au final, comme on aura une différenciation fort qui est plus faible, une charge en anion fort qui est plus importante, une dissociation plus importante de l'eau en H+, qui explique l'acidose. Hein, on en revient à la théorie d'Arrhenius. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un autre volet, c'est 3 volets différents, c'est la concentration en acide faible non volatile. Et alors là, la diapo passe pas hyper bien, mais les acides faibles non volatiles, c'est quoi? Eh ben, on simplifie. C'est normalement tout le phosphate et toutes les protéines. Et on simplifie en faisant l'albumine et le phosphate. Et ça, faut bien le retenir. Qu'une baisse de 10 grammes par litre d'albuminémie, et finalement baisser de 10 grammes par litre d'albuminémie, c'est quelque chose qui est cliniquement tout à fait pertinent, qu'on observe régulièrement, 10, 20, parfois 30. On arrive chez des patients qui sont très inflammatoires, un endothélium extrêmement lésé, qui ont été très sérieusement remplis sur des CIRS monumentaux, à avoir du moins de 20, du 15 d'albuminémie. C'est pas rare. Eh bien, ça a des conséquences importantes sur l'équilibre acido-basique, puisqu'une baisse de 10 grammes par litre d'albuminémie entraîne une augmentation, la conséquence de 3,4 milliéquivalents. L'albumine est une substance chargée négativement. Quand tu n'as pas assez d'albumine, ça va entraîner de l'alcalose. C'est un peu l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. L'albumine est chargée négativement quand tu n'as pas assez d'albumine, parce que finalement, c'est plutôt cette situation qu'on observe nous en pratique. C'est des hypoalbuminémies que des hyperalbuminémies. Ça va entraîner de l'alcalose. Et c'est une cause très fréquente, si vous y prêtez attention, d'alcalose métabolique chez nos patients en réa. Vraiment, il faut s'astreindre quand vous regardez le bilan de vos patients, regardez tous les éléments, et notamment la quantité de protides, quand on dose l'albumine, la quantité d'albumine, la quantité de chlorure, et vous allez voir qu'il y a des patients où vous avez l'impression qu'il n'y a aucun trouble acido-basique, alors qu'en fait, ils ont des troubles qui se chevauchent, des troubles mixtes, et notamment la plupart du temps, un bicarbonate élevé, une albuminémie qui est basse. C'est une cause fréquente, mais bon, je déflore parce qu'il y a une autre question au clap là-dessus. Le dernier sujet, mais je redétaillerai un tout petit peu plus ça après, c'est la PCO2. La PCO2, c'est exactement comme vous l'avez appris. Une hypoventilation alvéolaire, une augmentation de la pression partielle artériolaire en CO2 entraîne une acidose respiratoire. Une baisse de la pression partielle artériolaire en CO2 entraîne une alcalose ventilatoire. Ça, c'est exactement comme d'habitude. Il y a 3 variables qui sont indépendantes, c'est les causes du problème, une modification de la différence des ions forts, une modification de la concentration en albumine et en phosphate, une modification de la concentration en CO2. Et conséquences de cela seront le pH, le bicarbonate et les acides faibles, les tampons, hein, dont le bicarbonate fait partie, qui vont, parce que le pH se modifie, changer de forme. Juste expliquer la relation entre albumine et phosphate et forme dissociée des acides faibles. L'albumine et le phosphate sont tous les deux, le phosphate est une charge acide, l'albumine est une charge acide. Lorsqu'ils se modifient, ils vont être causaux, ils vont entraîner disons, une hypoalbuminémie, parce que la plupart du temps c'est ça, une alcalose métabolique, une hyperphosphatémie, puisque la plupart du temps c'est ça, une acidose métabolique, et conséquence, le bicarbonate, pour maintenir l'électroneutralité, va se modifier. Oui, la variable d'ajustement dans les anions, c'est le bicarbonate, puisque les autres, que sont albuminate, phosphate,
ne peuvent pas se modifier lorsque tu as une variation de pH. Le chlorure, il ne va pas se modifier comme ça. Tu peux avoir des variations de chlorure, mais pas secondaires, ou du moins pas initialement. Le rein, il va faire le job. Si imaginons, c'est une hypoalbuminémie qui entraîne une alcalose métabolique, le rein constate cette alcalose métabolique et va modifier l'excrétion chlorée urinaire en réabsorbant plus de chlorure. OK? Mais ce sera un mécanisme adaptatif. Parce que de manière chronique, le chlorure va être excrété de façon différente. Et d'ailleurs, tu vas le voir quand on dit le patient, il a une insuffisance respiratoire chronique, il a une peptide CO2 qui est à 55 de base. Mais regarde, c'est chronique parce que le bicarbonate, il est à 32. OK? En fait, c'est pas le bicarbonate qui est à 32. Mais si tu regardes bien le ionogramme plasmatique de ton malade, tu vas regarder que la chlorémie de ton malade, elle va très probablement être, être diminuée. Et plus que la chlorémie, ce que je fais souvent et que je vous enjoins à faire, mais il y aura une diapo là-dessus après, c'est de faire le rapport chlorure sur sodium, qui est un peu un mini calcul du SID simplifié quand il n'y a pas d'autre cause, quand il n'y a pas d'hyperlactatémie, quand il n'y a pas de cétone, quand il n'y a pas d'anion indosé. Vous faites chlorure sur sodium et vous regardez le rapport des deux et ça vous informe si la quantité de chlorure est anormalement élevée ou anormalement basse par rapport au sodium. Puisque ce n'est pas la valeur absolue du chlorure, mais la différence entre la colonne des cations et la colonne des anions. Et donc pour ça, il faut prendre en compte le principal des cations qui est le sodium et le principal des anions qui est le chlorure. Donc voilà, une des informations vraiment fondamentales à retenir sur Stewart, c'est que les variations de CO2 sont la conséquence. Alors, je vous laisse vous remettre sur le WooClap. Et moi, je vais changer. Ah, voilà, c'est celle-là. Quel pourcentage de patients en réanimation présentent un trouble acido-basique à pH et bicarbonate normaux? Moi, je vois 50%, 30%. Pour le moment, on se mouille plutôt vers des valeurs élevées. Bon, ça va un peu dans le sens de ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et ça, voilà. Mais donc, voilà, il y a 10 votants, d'autres votants encore un peu. OK. On a une communauté qui a tendance à favoriser le 30%. Et alors, il faut que je fasse quoi? Réponse correcte? Voilà. Ah, j'ai pas fait ça tout à l'heure, ça rend mieux comme ça. Effectivement, c'est de l'ordre de 30% des patients qui vont avoir un pH, un bicarbonate normal, alors même qu'il y a un authentique trouble acido-basique parce que ce sont des troubles acido-basiques complexes, mixtes, qui associent eh ben, une acidose métabolique et une alcalose métabolique. Et pour ça, il faut réfléchir sur un Stewart. Strong ion difference, concentration en acide faible non volatiles que sont les protides absolument et le phosphate. Protides, phosphate, donc albuminate et phosphate, hein, c'est ça quand on dit atote, et les variations de CO2. Le rapport chlorure sur sodium que je vous ai mis en bas, il est normalement entre 0,74 et 0,78. Ce qui veut dire qu'en dessous de 0,74, vous avez un chlorure qui est anormalement bas par rapport au sodium. Au-dessus de 0,78, vous avez un chlorure qui est anormalement élevé par rapport au sodium. Autrement dit, quand on est en dessous de 0,74, c'est en faveur d'une augmentation de la différence des ions forts, une alcalose métabolique par hypochlorémie. À l'inverse, c'est le cas par exemple lorsqu'on a des vomissements itératifs, le syndrome occlusif avec la sonde gastrique qui est en aspiration, le patient qui a de la déshydratation, de l'hypochlorémie, ils ont souvent des alcaloses métaboliques sévères, hein, hypochlorémiques. Et donc ceux-là, quand on va les hydrater, parce que souvent ils ont une diminution du volume extracellulaire, on va leur apporter, une fois n'est pas coutume, du sérum salé isotonique. On va leur apporter du chlorure, on la veut cette charge en chlorure.
À l'inverse, vous avez un rapport chlorure sur sodium qui est au-delà de 0,78. C'est plutôt de l'hyperchlorémie. On n'a pas envie d'apporter trop de chlorure. Ça diminue la différence des ions forts et ça entraîne de l'acidose métabolique. D'autres causes de diminution de la différence des ions forts sont les acidoses hyperlactatémiques, les cétones, les alcools toxiques, l'éthylène glycol, l'éthanol, le méthanol, enfin, on en parlait tout à l'heure. L'hypokaliémie, l'hypomagnésémie, qui, conceptuellement parlant, devrait donner des acidoses parce qu'on diminue la quantité des cations forts, en fait, il faut se remettre aussi en termes de quantité de matière. La concentration en magnésium, la concentration en potassium dans le plasma, finalement, s'il y a une variation cliniquement pertinente de potassium qui passe de 3 à 6, 3 milliéquivalents, finalement, quand tu compares ça à 3 milliéquivalents de sodium, c'est un peu peanuts, quoi. Donc ça va avoir un petit effet, mais l'effet, il est quasiment pas perceptible. Le phosphate, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que le phosphate, il peut être chargé 3 fois négativement. Ce qui veut dire que la variation d'1 millimolaire entraîne une variation de 3 milliéquivalents. Donc c'est un peu un facteur multiplicatif, comme au Scrabble, quoi. C'est mot compte triple pour l'hyperphosphatémie. Alors l'hyperalbuminémie, on la constate pas fréquemment, mais conceptuellement parlant, passer de l'albumine à un malade, c'est passer une charge acide. Et puis l'alcalose métabolique, c'est l'inverse, hein. Mais il est peu fréquent d'avoir de l'hypernatrémie sans hyperchlorémie, mais ça arrive, hein. Par exemple, c'est le fameux patient, le syndrome occlusif, qui arrive avec une natrémie qui est augmentée, une chlorémie qui est diminuée, qui est sec comme un coup de trick. Lui, il va avoir une hypernatrémie sans franche hyperchlorémie. Peut-être qu'il sera normochlorémique, ce qui est anormal, hein. Et donc ça, l'hypoalbuminie, c'est une cause importante. Les causes respiratoires, bon ça, je vous ai déjà fait le coup des tontons flingueurs, mais les causes respiratoires, c'est comme d'habitude. Et je veux revenir à... Donc là, on voit que la théorie mécanistique de Peter et Stewart prend le pas sur la théorie de Henderson. Et je veux revenir sur le gaz du sang, le bilan de notre malade. Et j'aimerais que vous m'interprétiez à la lumière de ce qu'on vient de discuter, ce trouble acido-basique, qui fait donc partie des 30% de troubles acido-basiques en réa à pH et bicarbonate normal. Alors, on est systématique. On ne va pas se perdre dans les trucs, on est systématique. On a un pH qui est normal. OK. Alors, tu me dis? Donc, le strong ion difference serait diminué. Explique-moi pourquoi. Une normale basse. Ouais. Alors, c'est normal. Alors, donc, on peut faire un rapport chlorure sur sodium, 0,76. Donc, finalement, ce n'est pas une question de rapport sodium sur chlorure chez ce patient-là. Ça aurait pu, hein, mais là, ce n'est pas tellement le cas. Donc, on a dit qu'on avait deux causes d'acidose métabolique. Le lactate, qui va modifier le strong ion difference, hein. L'insuffisance rénale. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Finalement, on cherche quelque chose qui va faire quoi? Là, on a deux causes d'acidose métabolique. Eh oui, on n'a pas d'autres causes d'acidose évidentes. On va quand même, de façon systématique, regarder le phosphate, hein. On a une insuffisance rénale aiguë, on pourrait s'attendre à une hyperphosphatémie. Il n'y a pas d'hyperphosphatémie dans cette insuffisance rénale, qui peut être d'ailleurs tout à fait fréquente, l'hyperphosphatémie dans l'insuffisance rénale. Il n'y a pas d'hyperphosphatémie. Donc, ce n'est pas une cause d'augmentation des ATOT, là, acides faibles organiques. Ce n'est pas le phosphate. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Et là, on met le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est les protides que tu avais soulevé tout à l'heure. On a 40 grammes de protides pour une valeur normale aux alentours de 70 normalement, 70-75. Donc on a 30 grammes par litre de protides qui nous manquent. Dans ces 30 grammes par litre, il y a probablement une bonne partie d'albumine.
hein, une insuffisance hépatocellulaire très sévère, 11% de facteur 5, un patient qui a été assez largement réanimé par ailleurs, on peut assez facilement imaginer que sa production d'albumine et l'hémodilution vont entraîner une albuminémie plasmatique qui est basse. Et alors, je ne sais pas si je l'ai noté. Je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'elle était à 13 ou à 15. Et alors, comment est-ce que tu interprètes ça du coup? C'est d'anion Le problème, c'est que les albuminate. binaires, ils sont normaux. Oui, exactement. Pourquoi? C'est exactement ce que tu viens de dire. Vas-y, dis-le plus fort. On va maintenir l'électroneutralité en augmentant les bicarb pour compenser le manque d'anion albuminate. Et donc, si on part dans le bon sens, parce que là, tu as fait dans le raisonnement inverse, on part d'albuminates qui sont bas. Albuminate qui est bas, c'est une cause d'alcalose métabolique. Pourquoi? Parce que qui dit albuminate bas dit que pour maintenir l'électroneutralité, le bicarbonate va devoir augmenter. C'est la conséquence de protéinates qui sont bas, hein. Et ce bicarbonate qui va augmenter va compenser le bicarbonate qui est diminué par conséquence d'une hyperlactatémie qui augmente la différence des ions forts. Donc on a à la fois une diminution de la différence des ions forts parce qu'on a plus, je ne sais pas si j'ai remis les colonnes, mais je trouve ça pas mal de voir les colonnes, parce qu'on a plus... Alors attends, faut que ça apparaisse. Faut que le bicarbonate apparaisse parce que sinon, c'est... Voilà. Donc, dans le cas présent, on a une hyperlactatémie qui rentre là-dedans, qui va augmenter notre colonne d'anions forts, qui va diminuer notre différence des ions forts, avec un bicarbonate qui va diminuer par cette conséquence-là. Mais ici, on a un albuminate qui est bas. Cet albuminate qui est bas, il va avoir pour conséquence d'augmenter le bicarbonate pour maintenir l'électroneutralité de notre colonne des ions moins, parce qu'on ne touche pas au chlorure, et le lactate est une variable indépendante de ça. Et donc, c'est deux mécanismes euh, qui vont se compenser pour donner, au final, si vous deviez résumer le trouble acido-basique du malade, Métabolique hyperlactatémique et une alcalose métabolique secondaire à une hypoalbuminémie. exactement. Du coup, si on résume, du fait de l'hyperlactatémie et de l'insuffisance rénale, on s'attendait à avoir des bicarbs bas, Absolument. mais comme il y a aussi une hypoalbuminémie, les Oui. bicarbs sont plus hauts que ce qui devrait l'être, Oui, et donc ils sont normaux. oui, c'est exactement ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon. On en a fini. C'est pas facile à intégrer comme ça. Et je suis convaincu que demain, vous aurez parfaitement tout oublié. Mais ça répond à 30% des problématiques acido-basiques de nos malades en réanimation. Donc, c'est fondamental parce que c'est votre métier. Donc, il faut le bosser. Le travailler, le retravailler encore. Le topo, je vous le file avec plaisir. Et surtout, pour tous les patients à qui vous faites un gaz du sang, il faut systématiquement que vous preniez l'habitude de réfléchir en Stewart. Donc le gaz du sang, il ne s'interprète pas juste avec la feuille du gaz du sang, vous interprétez l'ionogramme plasmatique avec les protides, avec le phosphate, avec le sodium, avec le chlorure. Et le contexte clinique. Y a-t-il une possibilité qu'il y ait une production de cétone, une production y a-t-il un excès de citrate sur l'hémofiltration au calcium citrate, hein? Et nous, on nous apprend le Anderson Hasselbalch parce que les troubles les plus fréquents, Oui. c'est les histoires de PCO2 Oui. qui varient rapidement. Alors, PCO2, ça ne change rien, mais c'est que c'est beaucoup plus facile à comprendre Anderson Hasselbalch que Stewart. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand même pas facile, le Stewart, non? Ah, alors ça, c'est une bonne question. J'ai un peu de mal à répondre à ta question. Je peux donner quelques éléments de réponse. Le phosphate, qui est souvent en excès lorsque on a une insuffisance rénale, d'ailleurs qui chélate le calcium, enfin bon, tu connais le bazar.
Le chlorure, qui quand tu as une acidose métabolique et que le rein est défaillant, le rein n'est pas capable d'éliminer la charge chlorée, donc une réponse rénale qui est inadaptée. Je vois principalement ça pour répondre à Stuart. Oui, en tout cas, que le rein n'arriverait pas à éliminer une charge chlorée qui serait une réponse attendue. Il n'y a pas d'autres substances qu'on n'a pas citées, mais que le rein élimine pas et qui sont acides. Si, ben, est-ce que on n'a pas un excès... Non, mais non, dans l'insuffisance rénale, on n'a pas d'excès d'ammonium, ammoniac. Peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais là, je ne sais pas. Bref, prochain gaz du sang, vous interprétez. Et puis, si vous avez des questions. Et puis, alors, après, il y a aussi de l'humidité à mettre dans tout ça. Il y a de temps en temps des gaz du sang. Bon, c'est de plus en plus rare, mais c'est rare, mais quand même, il y a certains gaz du sang que je n'arrive pas à expliquer. Et c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a des éléments qui manquent encore, hein. En tout cas qui me manquent. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Ouais, ouais. C'est Enregistrement, mais qu'il faut que tu fasses dans l'autre, là où tu étais. Transfert avant et la transcription.